Il existe une limite invisible dans l'univers. Une frontière que rien n'a jamais franchie. Ni les étoiles les plus violentes, ni les accélérateurs de particules les plus puissants, ni même l'information elle-même. Cette limite, ce n'est pas une barrière physique. Ce n'est pas un mur. Ce n'est pas une force qui freine les objets. C'est la vitesse de la lumière. Pendant longtemps, nous avons cru qu'il s'agissait simplement d'une vitesse extrêmement élevée. Un nombre impressionnant. Une constante parmi d'autres. Mais plus les physiciens ont creusé, plus une vérité troublante est apparue. La vitesse de la lumière n'est pas rapide. Elle est fondamentale. Elle n'est pas une limite imposée à l'univers. Elle est la structure même de l'univers. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne. Chaque vidéo est conçue pour explorer les mystères les plus profonds de la réalité, avec calme, clarté et rigueur scientifique. Lorsque tu observes un objet se déplacer, tu as l'impression que le temps s'écoule de la même manière pour tout le monde. Mais cette impression est une illusion. Dès qu'un objet commence à se déplacer très vite, quelque chose d'étrange se produit. Le temps ralentit. L'espace se contracte. La causalité elle-même commence à se déformer. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la relativité. Et au cœur de cette transformation se trouve une constante unique. Une vitesse que l'univers protège avec une précision absolue. Peu importe la technologie. Peu importe l'énergie injectée. Plus un objet s'approche de la vitesse de la lumière, plus il devient difficile de l'accélérer davantage. Ce n'est pas parce qu'il manque de puissance. C'est parce que l'univers refuse que cette limite soit franchie. Même au Large Hadron Collider, où les protons sont accélérés à des énergies inimaginables. Ils n'atteignent jamais la vitesse de la lumière. Ils s'en approchent. Ils la frôlent. Mais ils n'y arrivent jamais. À ce stade, une question devient inévitable. Pourquoi cette limite existe-t-elle? Pendant des décennies, les physiciens ont accepté cette contrainte sans en comprendre la raison profonde. Einstein a montré que cette vitesse est la même pour tous les observateurs. Mais il n'a jamais expliqué pourquoi l'univers fonctionne ainsi. C'est ici qu'intervient une découverte bien plus subtile. Une idée qui ne vient pas de la relativité, mais de la mécanique quantique. Richard Feynman a compris quelque chose que peu de scientifiques avant lui avaient osé formuler. La vitesse de la lumière n'est pas une vitesse maximale du mouvement. C'est la vitesse maximale du changement lui-même. Elle définit la cadence à laquelle la réalité peut évoluer. Dans cet univers, rien ne peut changer plus vite que la lumière. Pas parce que c'est interdit, mais parce que cela n'a tout simplement aucun sens. Dans les prochains instants, nous allons remonter le temps. Des lanternes de Galilée aux équations de Feynman. De l'échec des premières mesures à la structure intime de l'espace-temps. Et à la fin, tu comprendras pourquoi voyager plus vite que la lumière n'est pas seulement impossible, mais conceptuellement vide. Bien avant que la vitesse de la lumière devienne une constante gravée dans les équations, les humains tentaient simplement de comprendre si la lumière se déplaçait, ou si elle apparaissait instantanément. Pendant des siècles, cette question semblait presque absurde. La lumière était si rapide qu'aucun retard n'était perceptible à l'œil humain. Allumer une torche, voir l'éclat, tout semblait simultané. Pour Aristote et la plupart des penseurs antiques, la conclusion était simple. La lumière n'avait pas de vitesse. Elle existait partout, immédiatement. Mais au XVIIe siècle, une nouvelle façon de penser émerge. La science commence à exiger des preuves. Pas seulement des intuitions. Galilée fut l'un des premiers à tenter une expérience concrète. Son idée était ingénieuse, mais terriblement limitée par la technologie de son époque. Il plaça 2 personnes sur des collines éloignées, chacune munie d'une lanterne. L'une découvrait sa lanterne. L'autre devait répondre aussitôt en découvrant la sienne. Galilée espérait mesurer le délai entre les 2 éclats lumineux. Un infime retard qui révélerait enfin la vitesse de la lumière. Mais le résultat fut décevant. Aucun délai mesurable. La lumière semblait instantanée. Galilée fut honnête dans sa conclusion. Si la lumière avait une vitesse, elle était bien trop rapide pour être mesurée avec cette méthode. Ce moment est important. Non pas parce qu'il a réussi, mais parce qu'il a échoué correctement. Pour la première fois, un scientifique admettait que la nature imposait une limite à l'observation humaine.
Il fallut attendre que les astronomes lèvent les yeux vers le ciel pour que la situation change. Au XVIIe siècle, Ole Rmer observa quelque chose d'étrange en étudiant les lunes de Jupiter. Les éclipses d'Io ne se produisaient pas toujours au moment prévu. Lorsque la Terre s'éloignait de Jupiter, les éclipses semblaient retardées. Lorsqu'elles s'en rapprochaient, elles semblaient avancer. Rmer comprit que ce décalage n'était pas dû aux lunes elles-mêmes. C'était la lumière qui mettait du temps à voyager. Pour la première fois, la vitesse de la lumière devenait mesurable. Non pas sur Terre, mais à l'échelle du système solaire. Même si sa valeur restait approximative, une vérité irréversible venait d'être révélée. La lumière n'est pas instantanée. Elle voyage. Au fil des siècles, les instruments se perfectionnent. Miroir rotatif, expérience terrestre de plus en plus précise. La vitesse de la lumière devient un nombre connu, puis une constante fondamentale. Mais quelque chose reste étrange. Peu importe la méthode, peu importe l'observateur, la vitesse mesurée est toujours la même. Même lorsque la source se déplace. Même lorsque l'observateur est en mouvement. Cette constance défie le bon sens. Dans la vie quotidienne, tout fonctionne par addition des vitesses. Mais la lumière refuse d'obéir à cette règle. C'est ici que la physique classique commence à se fissurer. Les équations de Newton, si efficaces pour décrire le monde ordinaire, ne savent pas expliquer ce comportement. La lumière semble jouer selon ses propres règles. Comme si elle révélait une structure plus profonde de la réalité, encore invisible aux physiciens de l'époque. Ce mystère va rester irrésolu jusqu'au début du XXe siècle. Jusqu'à ce qu'un jeune employé de bureau, travaillant à Berne, ose remettre en question les notions même de temps et d'espace. Au début du XXe siècle, la physique semblait presque complète. Les lois de Newton expliquaient le mouvement des planètes. L'électricité et le magnétisme étaient unifiés. L'univers paraissait stable, prévisible, mécanique. Et pourtant, un problème persistait. Un détail qui refusait de disparaître. La lumière. Peu importe la vitesse de la source. Peu importe le mouvement de l'observateur. La vitesse de la lumière restait identique. Cela n'aurait pas dû être possible. Selon la logique classique, si tu poursuis un rayon lumineux, tu devrais le voir ralentir, comme une balle lancée depuis un train en mouvement. Mais la lumière ne se comportait jamais ainsi. Albert Einstein n'a pas essayé de corriger les équations existantes. Il a fait quelque chose de bien plus radical. Il a accepté le fait dérangeant. Et il a changé tout le reste. Il a commencé par une hypothèse simple, presque audacieuse. Les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement uniforme. Et la vitesse de la lumière est la même pour tous, sans exception. Ce choix avait un prix immense. Si la vitesse de la lumière est constante, alors le temps ne peut plus être absolu. Et l'espace non plus. Le temps, que nous pensions universel et immuable, devient relatif. Il dépend du mouvement. Deux horloges identiques, l'une immobile, l'autre embarquée sur un objet rapide, ne battent plus au même rythme. Plus l'objet se rapproche de la vitesse de la lumière, plus son temps ralentit. Ce ralentissement n'est pas une illusion. Il a été mesuré, confirmé, utilisé. Les satellites de navigation corrigent leurs horloges chaque jour. Pour tenir compte de cet effet relativiste, l'espace subit une transformation tout aussi étrange. Dans la direction du mouvement, les longueurs se contractent. Un objet rapide devient plus court. Non pas parce qu'il se comprime, mais parce que l'espace lui-même se déforme. Ces effets ne sont pas des conséquences secondaires. Ils sont la raison pour laquelle la vitesse de la lumière ne peut jamais être atteinte. À mesure qu'un objet accélère, son énergie augmente. Mais une partie croissante de cette énergie ne sert plus à le rendre plus rapide. Elle sert à le maintenir dans la structure de l'espace-temps. À l'approche de la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie pour franchir cette limite. Et l'infini n'existe pas dans la nature. Pour un objet doté de masse, atteindre la vitesse de la lumière est déjà impossible. La dépasser est impensable.
Mais la conséquence la plus troublante se produit si l'on imagine un objet qui voyagerait exactement à cette vitesse. À la vitesse de la lumière. Le temps cesse de s'écouler. Pour un photon, il n'y a ni avant ni après. Il est émis et absorbé sans durée intermédiaire. L'espace, lui aussi, s'effondre. La distance parcourue devient nulle. Pour la lumière, le trajet n'existe pas. Cela révèle quelque chose de profondément dérangeant. La lumière n'est pas un objet ordinaire se déplaçant dans l'espace-temps. Elle définit l'espace-temps. La vitesse de la lumière est le lien intime entre l'espace et le temps. Elle les relie. Elle les convertit l'un en l'autre. Mais malgré cette révolution, une question demeure sans réponse. Pourquoi cette structure existe-t-elle? Pourquoi l'univers a-t-il choisi cette vitesse précise? Pour relier le temps et l'espace, Einstein a montré comment le monde fonctionne. Mais il n'a jamais expliqué pourquoi il fonctionne ainsi. Pour comprendre cela, il faut quitter la relativité et plonger dans un domaine encore plus étrange, la mécanique quantique. Et c'est là que Richard Feynman va découvrir quelque chose qui transforme la vitesse de la lumière d'une limite du mouvement en une limite du changement lui-même. Lorsque la mécanique quantique émerge au début du XXe siècle, elle bouleverse tout ce que la relativité n'avait pas encore touché. Les particules ne suivent plus des trajectoires nettes. Elles existent sous forme de probabilités. Elles apparaissent, disparaissent, interagissent d'une manière que le langage classique ne peut pas décrire. Pendant longtemps, la mécanique quantique et la relativité semblaient incompatibles. Deux visions du monde, toutes deux exactes, mais profondément étrangères l'une à l'autre. Richard Feynman fut l'un des rares physiciens à comprendre que la clé ne résidait pas dans la complexité des équations, mais dans leur interprétation. Il ne cherchait pas seulement à calculer. Il cherchait à comprendre ce que les équations disaient réellement sur la nature de la réalité. Dans l'électrodynamique quantique, Feynman découvre quelque chose de troublant. Les interactions entre particules ne se produisent pas instantanément. Elles sont médiées par des échanges. Chaque interaction est une conversation, un dialogue fondamental entre des entités quantiques. Ces échanges suivent des règles strictes. Et l'une de ces règles est absolue. Aucune influence ne peut se propager plus vite que la lumière. Mais Feynman va plus loin. Il comprend que cette limite n'est pas une contrainte extérieure imposée aux particules. C'est une condition logique de la réalité. Dans ces diagrammes, chaque interaction est représentée comme une suite d'événements liés par des lignes. Ces lignes ne représentent pas seulement des trajectoires. Elles représentent des possibilités causales. Si une interaction pouvait se produire plus vite que la lumière, alors la notion même de cause et d'effet s'effondrerait. Un événement pourrait influencer un autre. Avant même d'exister, la réalité deviendrait incohérente. Feynman réalise alors quelque chose de radical. La vitesse de la lumière n'est pas la limite de ce qui se déplace. C'est la limite de ce qui peut arriver. Elle définit la vitesse maximale à laquelle l'univers peut mettre à jour son propre état. Chaque changement, chaque interaction, chaque échange d'énergie ou d'information doit respecter ce rythme fondamental. La lumière n'est pas rapide. Elle est le métronome de l'univers. C'est pour cette raison que les particules massives ne peuvent jamais atteindre cette vitesse. Ce n'est pas un manque d'énergie. C'est une impossibilité structurelle. Accélérer une particule, c'est tenter de forcer la réalité à changer plus vite que ce qu'elle permet. À mesure que l'on s'approche de cette limite, l'univers résiste, non pas par une force, mais par une saturation de la causalité. Les équations deviennent infinies, parce que la réalité elle-même refuse cette configuration. Dans cette perspective, le voyage plus rapide que la lumière n'est pas interdit. Il est dénué de sens. C'est comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. La question utilise des mots corrects, mais elle ne correspond à aucune réalité possible. Feynman comprit que la vitesse de la lumière est profondément liée au tissu quantique du monde. Elle est le seuil au-delà duquel les notions de temps, de séquence et de relation cessent d'exister. Et cela explique pourquoi aucune astuce technologique, aucune ruse mathématique, aucune énergie colossale ne pourra jamais la contourner.
Ce n'est pas une barrière que l'on peut briser. C'est la trame sur laquelle l'univers est tissé. Dans l'imaginaire collectif, si quelque chose pouvait un jour dépasser la vitesse de la lumière, ce serait grâce à une machine, une technologie si avancée, qu'elle forcerait l'univers à céder. Mais la réalité est plus sobre et plus fascinante. Aujourd'hui, l'humanité possède les accélérateurs de particules les plus puissants jamais construits. Des machines capables de manipuler la matière à des énergies proches de celles qui régnaient juste après le Big Bang. Le plus célèbre d'entre eux est le Large Hadron Collider, un anneau gigantesque enfoui sous la frontière franco-suisse, où des particules sont accélérées sur des trajectoires circulaires, encore et encore, jusqu'à atteindre des vitesses extrêmes. À première vue, on pourrait croire que ces particules finissent par atteindre la vitesse de la lumière. Mais ce n'est jamais le cas. Elles s'en approchent. Elles la frôlent. Elles la caressent presque. Mais il reste toujours une distance. Infime. Infranchissable. Ce détail est crucial. À mesure que l'on injecte de l'énergie, la vitesse augmente de moins en moins. L'énergie supplémentaire ne sert plus à accélérer. Elle sert à renforcer la structure relativiste de la particule. Sa masse effective augmente. Son comportement devient de plus en plus dominé par la géométrie de l'espace-temps. La particule n'est pas freinée. Elle est enfermée dans la logique de l'univers. Même si l'on doublait l'énergie du LHC, ou qu'on la multipliait encore et encore, le résultat serait le même. Toujours plus d'énergie. Toujours pas plus de vitesse. Cette asymptote n'est pas un problème technique. C'est une signature fondamentale. La nature nous dit quelque chose de précis. La vitesse de la lumière n'est pas une cible à atteindre. C'est une frontière mathématique. Elle sépare deux régimes de réalité. En dessous, le temps s'écoule. L'espace existe. La causalité est respectée. À la frontière, tout commence à se déformer. Au-delà, les concepts cessent d'avoir un sens physique. C'est pour cette raison que les particules sans masse, comme les photons, voyagent toujours exactement à cette vitesse. Elles ne peuvent pas aller plus lentement. Tout comme les particules massives ne peuvent pas aller plus vite. La lumière ne choisit pas sa vitesse. Elle est cette vitesse. Chaque expérience moderne, chaque collision enregistrée, chaque donnée analysée, renforce cette conclusion. La technologie ne se heurte pas à un manque de puissance. Elle se heurte à la structure même du réel. Et pourtant, malgré cette barrière apparemment absolue, des idées persistent. Des concepts séduisants. Des raccourcis. Des tunnels dans l'espace. Des moyens de voyager plus vite que la lumière, sans jamais la dépasser. Lorsqu'on comprend que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière à travers l'espace, une idée surgit presque naturellement. Et si le problème n'était pas la vitesse, mais le chemin, au lieu de traverser l'espace plus vite, pourrait-on le raccourcir? La relativité générale d'Einstein ouvre la porte à cette possibilité. L'espace et le temps ne sont pas rigides. Ils peuvent se courber, se plier, se distordre. Dans certaines solutions mathématiques, deux régions éloignées de l'univers peuvent être reliées par un tunnel, un trou de verre. Dans ce scénario, un voyageur ne dépasserait jamais la vitesse de la lumière localement. Il emprunterait simplement un raccourci. Sur le papier, l'idée est élégante, presque inévitable. Mais la réalité est plus exigeante. Pour qu'un trou de verre reste ouvert, il faut une forme d'énergie extrêmement particulière. Une énergie avec une pression négative. Une énergie qui, jusqu'à présent, n'a jamais été observée à grande échelle. Sans cette énergie exotique, le tunnel s'effondre instantanément. Et même si elle existait, un autre problème apparaît. La causalité. Un trou de verre stable permettrait, en théorie, de relier des régions de l'espace à des instants différents dans le temps. Cela créerait des boucles causales, des paradoxes, des événements sans cause claire, des effets précédant leurs propres origines. Or, l'univers semble allergique aux paradoxes. Chaque tentative théorique de contourner la vitesse de la lumière
se heurtent à la même résistance. Des instabilités, des divergences infinies, des contradictions logiques. Comme si l'univers corrigeait lui-même ses propres équations, pour préserver la cohérence du réel. Même dans les modèles les plus audacieux, la vitesse de la lumière continue de jouer son rôle central. Elle définit les cônes de causalité, les frontières de ce qui peut influencer quoi, et dans quel ordre. Ces cônes ne disparaissent jamais. Ils se déforment, mais ils ne s'ouvrent pas. Même un trou de verre ne permet pas à l'information de se propager plus vite que la structure causale de l'espace-temps. Ce que l'on croyait être une échappatoire devient une confirmation supplémentaire. La limite n'est pas dans le mouvement. Elle est dans la logique de l'univers. Chaque fois que nous tentons d'imaginer un contournement, nous découvrons une nouvelle couche de protection. Pas une interdiction arbitraire. Une nécessité structurelle. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une constante physique. C'est un principe d'organisation. Elle empêche la réalité de se contredire elle-même. À ce stade, une objection surgit presque toujours. Si rien ne peut voyager plus vite que la lumière, qu'en est-il du monde quantique? Car en mécanique quantique, les choses semblent se produire instantanément. Deux particules peuvent être intriquées, séparées par des années-lumière, et pourtant se comporter comme une seule entité. Mesurer l'une affecte instantanément l'autre. À première vue, cela ressemble à une violation flagrante de la limite cosmique. Mais cette intuition est trompeuse. L'intrication quantique ne permet pas de transmettre de l'information. Aucun message, aucune commande, aucun signal contrôlable. Ce qui change instantanément, ce n'est pas une influence physique, mais une corrélation statistique. Avant la mesure, les résultats sont indéterminés. Après la mesure, ils deviennent cohérents. Mais aucun observateur ne peut utiliser ce phénomène pour envoyer un message plus vite que la lumière. C'est une subtilité cruciale. L'univers autorise des liens profonds, mais refuse toute violation de la causalité. Chaque tentative d'exploiter l'intrication se heurte à cette barrière invisible. Le hasard est fondamental. Et ce hasard empêche toute transmission supraluminique. Même lorsque les corrélations sont parfaites, l'information reste locale. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à la notion de causalité. La causalité n'est pas une convention humaine. C'est une structure physique. Elle définit ce qui peut influencer quoi. Et dans quel ordre. La vitesse de la lumière trace cette structure, comme une frontière invisible dans l'espace-temps. Les événements à l'intérieur de ce cône peuvent être liés. Ceux à l'extérieur ne le peuvent pas. La mécanique quantique semble parfois flirter avec cette frontière. Mais elle ne la franchit jamais. Même les phénomènes les plus étranges respectent cette limite. C'est pourquoi aucune expérience, aussi ingénieuse soit-elle, n'a jamais permis d'envoyer un signal plus vite que la lumière. Et ce n'est pas un hasard. Si l'information pouvait voyager instantanément, le temps perdrait toute signification. Le futur pourrait influencer le passé. Les causes et les effets se mélangeraient. La réalité deviendrait incohérente. La vitesse de la lumière empêche cela. Elle protège l'ordre du monde. Elle garantit que l'univers évolue de manière consistante, sans contradictions internes. Même dans le domaine quantique, où tout semble flou, probabiliste et instable, cette règle reste intacte. Cela révèle une vérité profonde. La vitesse de la lumière n'est pas une limitation technologique. Ce n'est même pas une loi isolée. C'est le mécanisme par lequel l'univers maintient sa cohérence logique. Pour comprendre pourquoi la vitesse de la lumière est une limite absolue, il faut cesser de la voir comme une vitesse. Il faut la voir comme une structure. L'univers n'est pas un espace vide, dans lequel les choses se déplacent librement. Il est une géométrie, un tissu, un cadre mathématique précis. Dans ce cadre, l'espace et le temps ne sont pas séparés. Ils forment une seule entité, l'espace-temps. Et la vitesse de la lumière est ce qui relie ces deux dimensions. Elle n'est pas ajoutée à l'univers. Elle en est la charnière.
Imagine que chaque événement soit un point dans cette géométrie. Un instant précis. Un lieu précis. Tous les événements ne peuvent pas être reliés entre eux. Certains sont accessibles. D'autres ne le seront jamais. La vitesse de la lumière définit cette frontière. Elle trace ce que l'on appelle un cône lumineux. Une structure invisible, mais rigoureusement définie. À l'intérieur de ce cône, les causes peuvent produire des effets. L'information peut circuler. L'histoire peut se dérouler. À l'extérieur, rien ne peut se passer. Pas parce que c'est interdit, mais parce que la géométrie ne le permet pas. Ce n'est pas une règle imposée. C'est une conséquence. Changer cette limite reviendrait à changer la forme même de l'espace-temps. Si la vitesse de la lumière était plus élevée, le temps et l'espace seraient liés différemment. Si elle était plus faible, la causalité serait plus rigide. Elle n'est pas arbitraire. Elle est précisément ajustée. Dans cette géométrie, les objets massifs suivent des chemins appelés trajectoires temporelles. Ils avancent principalement dans le temps, lentement dans l'espace. La lumière, elle, suit un chemin particulier. Elle avance entièrement le long de la frontière. Elle ne progresse ni dans le temps, ni en dehors de cette structure. C'est pour cela qu'elle ne peut ni ralentir ni accélérer. Elle ne peut qu'exister exactement sur cette ligne. Lorsque nous disons qu'un objet ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière, nous disons en réalité autre chose. Nous disons que son chemin dans l'espace-temps ne peut jamais devenir celui de la lumière. Ce serait changer sa nature. La vitesse de la lumière est donc une séparation ontologique. Une distinction entre ce qui peut avoir une durée et ce qui n'en a pas. Entre ce qui vieillit et ce qui ne connaît pas le temps. Chaque tentative de dépasser cette limite n'essaie pas d'aller plus vite. Elle essaie de changer la géométrie elle-même. Et la géométrie résiste. Les équations ne divergent pas par accident. Elles divergent parce qu'elles signalent l'impossible. C'est ici que beaucoup de malentendus naissent. On imagine la vitesse de la lumière comme une barrière matérielle. Un plafond. Mais il n'y a rien à heurter. Il n'y a qu'une transition qui n'existe pas. La réalité n'a pas prévu de continuité. Entre ces deux régimes, tout ce que nous observons, des particules aux galaxies, obéit à cette architecture silencieuse. Et cette architecture n'a qu'un seul rythme fondamental. La vitesse à laquelle la réalité peut relier les événements entre eux. Lorsque l'on découvre que la vitesse de la lumière structure l'espace et le temps, une question devient inévitable. Pourquoi cette valeur précise? Pourquoi l'univers a-t-il choisi cette limite? Et pas une autre? À première vue, cela pourrait sembler arbitraire. Un simple nombre sorti des équations. Mais plus on creuse, plus cette idée devient insoutenable. Si la vitesse de la lumière était différente, l'univers serait méconnaissable. Si elle était beaucoup plus basse, la causalité serait extrêmement rigide. Les interactions seraient lentes. Les structures complexes auraient du mal à émerger. Les étoiles mettraient trop de temps à se former. Les réactions nucléaires seraient désynchronisées. La chimie elle-même serait instable. Un univers lent est un univers stérile. À l'inverse, si la vitesse de la lumière était beaucoup plus élevée, la causalité deviendrait floue. Les événements pourraient influencer des régions immenses presque instantanément. Les structures n'auraient pas le temps de se stabiliser. Tout serait trop connecté, trop rapide. La notion même d'histoire locale disparaîtrait. Dans les deux cas, la complexité disparaît. La valeur actuelle de la vitesse de la lumière semble être exactement celle qui permet un équilibre entre rigidité et liberté, un rythme suffisamment rapide pour permettre des interactions riches, mais suffisamment limitées pour préserver la cohérence. Ce réglage n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un ensemble de constantes fondamentales. La gravitation, la charge électrique, la masse des particules, toutes semblent finement ajustées, changer légèrement l'une d'elles. Et l'univers s'effondre conceptuellement. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il existe une intention, mais cela indique une contrainte profonde. Toutes les structures cohérentes,
doivent respecter certaines relations. La vitesse de la lumière n'est pas choisie. Elle est imposée par la possibilité même d'un univers logique. Dans certains modèles théoriques, on explore des univers où ces constantes varient. Mais ces univers sont souvent instables. Ils s'effondrent rapidement, ou ne permettent aucune structure durable. Notre univers, avec sa limite précise, se situe dans une fenêtre extrêmement étroite. C'est la seule zone où le changement est possible, sans que la réalité se détruise elle-même. La vitesse de la lumière devient alors une condition d'existence. Elle garantit que les événements sont séparés, mais pas isolés, liés, mais pas confondus. Elle permet le temps, elle permet l'histoire, elle permet l'évolution. Sans elle, il n'y aurait ni avant, ni après, ni cause, ni conséquence. Ce que Feynman avait pressenti apparaît ici clairement. La vitesse de la lumière n'est pas une limite ajoutée à l'univers. Elle est ce qui rend l'univers possible. Elle définit le battement fondamental du réel. Le rythme auquel l'existence peut se transformer, sans se contredire. Nous passons notre vie à penser en termes de vitesse. Aller plus vite. Réduire les distances. Gagner du temps. Dans notre imaginaire, le progrès a toujours été associé à la suppression des limites. Mais l'univers nous raconte une autre histoire. La vitesse de la lumière n'est pas un obstacle à franchir. Elle est une condition à respecter. Elle n'empêche pas le mouvement. Elle lui donne une forme. Sans cette limite, le temps n'aurait aucune structure. Les événements se mélangeraient. Les causes et les effets perdraient leur sens. Il n'y aurait pas d'histoire, pas de mémoire, pas de devenir. Chaque instant serait confondu avec tous les autres. La limite que nous percevons comme une frustration est en réalité ce qui rend l'expérience possible. Même notre propre existence en dépend. Nos pensées ont une durée. Nos décisions ont des conséquences. Nos actions s'inscrivent dans une séquence. Tout cela n'existe que parce que l'univers évolue à un rythme fini. La lumière ne va pas vite. Elle définit ce que signifie changer. Elle est le tempo silencieux, auquel la réalité accepte de se transformer. Richard Feynman l'avait compris intuitivement. Les équations ne décrivent pas seulement le monde. Elles révèlent ce que le monde autorise. La vitesse de la lumière n'est pas une frontière technique. C'est une frontière logique. Au-delà, les mots cessent de correspondre à quelque chose de réel. Lorsque nous rêvons de voyager plus vite que la lumière, nous rêvons en réalité d'un univers où le temps pourrait être contourné. Mais un tel univers ne pourrait pas exister. Il n'aurait aucune cohérence, aucune continuité, aucune identité. Notre univers a choisi une autre voie. Un chemin plus lent, mais stable. Un chemin où les événements ont un ordre, où les relations ont un sens, où la complexité peut émerger. La limite cosmique n'est donc pas une prison. C'est un cadre. Et dans ce cadre, les étoiles naissent. Les galaxies se forment. La vie apparaît. Et nous pouvons regarder le ciel et comprendre ce que nous voyons. Peut-être que le plus grand malentendu de la science-fiction n'est pas d'imaginer des voyages impossibles, mais de croire que dépasser toutes les limites est toujours souhaitable. Parfois, ce sont les limites qui rendent les choses précieuses. Si cette exploration t'a permis de voir l'univers autrement, prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous plongeons dans les mystères les plus profonds de la réalité, avec calme, rigueur et émerveillement. Et dis-moi en commentaire ce que cette limite cosmique t'inspire. Est-ce une frustration ou une révélation? Car comprendre pourquoi l'univers ne va pas plus vite nous aide peut-être à comprendre pourquoi il existe. Il existe une vérité sur notre place dans l'univers que la plupart des gens préfèrent ne jamais imaginer. Ce n'est pas une vérité philosophique. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est une réalité mesurée par les télescopes, les sondes spatiales et les calculs les plus précis jamais réalisés par l'humanité. Et une fois que vous la comprenez vraiment, il devient impossible de voir le ciel nocturne de la même manière.
Nous avons tendance à penser que l'espace est immense. Mais ce que nous appelons immense n'est en réalité que la première marche d'une échelle cosmique presque incompréhensible. La Terre semble grande pour nous. Notre planète contient des océans, des continents, des montagnes et des milliards de vies. Mais dans le système solaire, la Terre n'est déjà plus qu'un point minuscule. Et le système solaire lui-même n'est qu'une poussière flottant dans une galaxie gigantesque. Une galaxie qui contient des centaines de milliards d'étoiles. Une galaxie qui n'est elle-même qu'une parmi des milliards d'autres dans l'univers observable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'à seulement quelques millions d'années-lumière d'ici, une autre galaxie gigantesque se dirige lentement vers nous. La galaxie d'Andromède. Un titan cosmique contenant près d'1 trillion d'étoiles. Un objet si vaste qu'il est visible à l'œil nu depuis la Terre, malgré une distance presque inconcevable. Et pourtant, ce qui rend cette histoire vraiment troublante n'est pas sa taille. C'est la comparaison. Car lorsque l'on commence à comparer les échelles réelles de l'univers, planètes, étoiles, systèmes solaires, galaxies et espaces intergalactiques, une conclusion étrange apparaît. L'humanité n'est pas simplement petite. Nous sommes presque inexistants dans l'immensité cosmique. Et dans cette vidéo, nous allons faire un voyage à travers cette échelle. Nous allons partir de la surface de la Terre. Traverser les distances réelles du système solaire. Comprendre pourquoi la sonde Voyager voyage depuis presque un demi-siècle sans même quitter le voisinage du Soleil. Comparer la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Et enfin atteindre l'espace presque vide qui sépare les galaxies. Un endroit où les distances sont si grandes que même la lumière met des millions d'années à les traverser. Mais plus nous avancerons dans ce voyage, plus une question deviendra inévitable. Si l'univers est vraiment aussi vaste que les observations le suggèrent, alors quelle est réellement la place de l'humanité dans cette immensité? Et plus inquiétant encore, est-ce que les civilisations biologiques comme la nôtre pourront un jour dépasser les frontières de leur propre galaxie? Avant de continuer ce voyage à travers l'échelle réelle du cosmos, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires une chose simple mais fascinante. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, avez-vous l'impression de regarder quelque chose de proche ou quelque chose d'infiniment lointain? Parce qu'après cette exploration, votre perception du ciel pourrait changer pour toujours. Maintenant, commençons notre voyage. Et pour comprendre l'univers, nous devons d'abord comprendre à quel point notre propre planète est petite. Lorsque nous regardons autour de nous, la Terre semble immense. Les océans couvrent des distances qui paraissent infinies, les continents s'étendent sur des milliers de kilomètres et les montagnes donnent l'impression de toucher le ciel. Pour l'être humain, cette planète est un monde colossal. Chaque civilisation de l'histoire a vécu, grandi et imaginé l'univers entier depuis cette surface fragile suspendue dans l'espace. Pendant des milliers d'années, nous pensions même que tout tournait autour d'elle. La Terre semblait être le centre naturel de la réalité. Mais lorsque les premières mesures astronomiques ont commencé à révéler les vraies distances du cosmos, cette illusion a commencé à se fissurer. Car même à l'intérieur de notre propre système solaire, la Terre n'est déjà plus grande chose. Notre planète mesure un peu plus de 12 000 km de diamètre. Cela peut sembler énorme pour une espèce qui traverse les océans avec des avions et des navires. Mais à l'échelle cosmique, cette taille devient presque insignifiante. Si la Terre était réduite à la taille d'une bille posée sur une table, le Soleil serait une sphère gigantesque située plusieurs mètres plus loin. Et entre ces deux objets, il n'y aurait presque rien. Ce vide immense entre la Terre et le Soleil est déjà la première surprise de l'univers. Car contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'espace n'est pas rempli d'objets et de mondes. Il est dominé par le vide. Un vide presque absolu. La lumière du Soleil met environ 8 minutes pour parcourir cette distance. 8 minutes à voyager à la vitesse la plus rapide possible dans l'univers. Et pourtant, cette distance n'est que la première marche d'une échelle qui devient rapidement vertigineuse. Depuis la surface de la Terre, tout semble proche. La Lune paraît presque accessible dans le ciel nocturne. Mais même cette voisine céleste se trouve à une distance moyenne d'environ 380 000 km. Si vous pouviez conduire une voiture vers la Lune à la vitesse d'une autoroute terrestre, le voyage durerait plusieurs mois sans s'arrêter. Et pourtant, dans les dimensions du système solaire, cette distance reste presque insignifiante. La Terre tourne autour du Soleil dans une orbite invisible, parcourant chaque année un immense cercle dans l'espace. Nous voyageons à une vitesse incroyable, sans jamais ressentir ce mouvement. Chaque seconde, notre planète traverse l'espace à des dizaines de kilomètres.
Chaque minute, nous avançons de milliers de kilomètres autour de notre étoile. Et pourtant, nous avons l'impression d'être immobiles. C'est l'un des paradoxes les plus étranges de l'univers. Nous sommes des passagers d'un vaisseau planétaire lancé à grande vitesse à travers le cosmos, sans même nous en rendre compte. Mais ce qui rend cette réalité encore plus troublante, c'est que même ce voyage rapide ne représente presque rien dans les dimensions du système solaire. Car le Soleil, cette étoile qui domine totalement notre ciel, n'est lui-même qu'un objet parmi des milliards dans la galaxie. Et si l'on pouvait s'éloigner progressivement de la Terre, puis du Soleil, nous commencerions à voir quelque chose d'encore plus déroutant. Notre planète disparaîtrait très vite. Elle deviendrait un point minuscule perdu dans la lumière de son étoile. Puis même le Soleil commencerait à rétrécir. Et finalement, tout le système solaire deviendrait presque invisible dans l'immensité du vide. Mais avant d'atteindre ces distances presque incompréhensibles, nous devons d'abord traverser un territoire fascinant. Un espace gigantesque rempli de planètes, de comètes, d'astéroïdes et de mondes glacés. Le domaine du Soleil. Car pour comprendre à quel point nous sommes petits dans l'univers, il faut d'abord comprendre la taille réelle de notre propre système solaire. Et c'est là que l'échelle du cosmos commence vraiment à devenir terrifiante. Lorsque l'on observe les illustrations du système solaire dans les livres ou les documentaires, tout semble relativement compact. Les planètes apparaissent proches les unes des autres, alignées autour du Soleil comme des perles sur un fil invisible. Mais cette représentation est profondément trompeuse. Car dans la réalité, le système solaire n'est pas un ensemble dense de mondes serrés les uns contre les autres. C'est un désert cosmique gigantesque. Un espace presque entièrement vide. Pour comprendre cela, imaginons une expérience simple. Si le Soleil était placé au centre d'un grand stade, réduit à la taille d'un ballon géant, la Terre ne serait qu'un petit grain de sable situé très loin dans les gradins. Et entre les deux, il n'y aurait pratiquement rien. Pas d'autres planètes visibles, pas de poussière dense, pas d'objets flottants partout. Seulement du vide. Un vide si immense que la plupart des sondes spatiales traversent le système solaire pendant des années sans rencontrer le moindre obstacle. La Terre orbite autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 150 millions de kilomètres. Cette distance est si grande que les astronomes ont dû inventer une unité spéciale pour la mesurer. Ils l'appellent l'unité astronomique. Mais même cette distance impressionnante devient minuscule lorsque l'on regarde les planètes plus éloignées. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se trouvent beaucoup plus loin. Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil parmi les planètes principales, se situe à des milliards de kilomètres de notre étoile. La lumière du Soleil met plusieurs heures pour atteindre cette planète glacée. Et pourtant, même Neptune n'est pas vraiment la frontière du système solaire. Au-delà de son orbite commence une région mystérieuse appelée la ceinture de Kuiper. Un vaste anneau rempli d'objets glacés, de planètes naines et de fragments anciens datant de la formation du système solaire. C'est là que se trouve Pluton. Pendant longtemps, nous avons cru que Pluton marquait la limite de notre système solaire. Mais les découvertes modernes ont révélé que ce n'était que le début. Car bien au-delà de la ceinture de Kuiper s'étend une structure encore plus gigantesque. Un immense nuage de débris glacés qui entoure notre étoile à des distances presque inimaginables. Ce territoire lointain porte un nom fascinant. Le nuage d'Oort. Il s'agit probablement de la région la plus éloignée, encore liée gravitationnellement au Soleil. Une sphère immense contenant peut-être des trillions de comètes gelées. Certaines estimations suggèrent que le bord externe de ce nuage pourrait se trouver à plus d'une année-lumière du Soleil. Une année-lumière. Cela signifie que la lumière, qui se déplace à près de 300 000 km par seconde, mettrait une année entière pour parcourir cette distance. Et même à cette échelle gigantesque, nous serions encore dans le voisinage de notre étoile. C'est ici qu'apparaît une autre réalité fascinante. Depuis la fin des années 70, 2 sondes humaines voyagent à travers ce désert cosmique. Voyager 1 et Voyager 2. Ces machines extraordinaires ont quitté la Terre il y a presque un demi-siècle. Elles ont survolé les planètes géantes, transmis des images historiques et continué leur voyage vers les frontières du système solaire. Mais malgré près de 50 années de voyage à une vitesse incroyable, elles n'ont même pas encore complètement quitté l'influence du Soleil. C'est une idée presque difficile à accepter. Un demi-siècle de voyage spatial, et nous sommes toujours dans le quartier de notre propre étoile. Cette simple réalité nous révèle quelque chose de profond sur la taille réelle du cosmos.
Même les distances à l'intérieur d'un seul système stellaire sont déjà presque inimaginables pour une civilisation comme la nôtre. Mais ce n'est encore que le début de l'échelle cosmique. Car lorsque nous commencerons à nous éloigner encore davantage, le Soleil lui-même deviendra une simple étoile parmi des centaines de milliards. Et c'est à ce moment-là que nous commencerons à voir la véritable structure dans laquelle notre système solaire est perdu. La Voie lactée. Une galaxie si vaste que même la lumière met des dizaines de milliers d'années à la traverser. Et à cette échelle, notre système solaire disparaît presque complètement. Si l'on continue à s'éloigner du Soleil dans notre imagination, une chose devient immédiatement évidente. Le système solaire n'est pas seulement vaste. Il est incroyablement vide. Entre les planètes géantes et les régions lointaines du système solaire, les distances deviennent si grandes que les objets célestes semblent presque perdus dans l'espace. Jupiter, par exemple, la plus grande planète de notre système, orbite très loin du Soleil. Elle est si massive qu'elle contient à elle seule plus de 2 fois la masse de toutes les autres planètes réunies. Mais malgré sa taille gigantesque, même Jupiter n'est qu'un point minuscule à l'échelle du système solaire. Entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter s'étend une région connue sous le nom de ceinture d'astéroïdes. Dans les films de science-fiction, cette zone est souvent représentée comme un champ dense de rochers flottants dans toutes les directions. Mais la réalité est très différente. Les astéroïdes sont séparés par des distances énormes. Une sonde spatiale peut traverser cette région pendant des années sans jamais s'approcher dangereusement d'un seul objet. Encore une fois, le vide domine. Puis viennent les planètes géantes. Saturne, avec ses anneaux spectaculaires. Uranus, incliné sur le côté comme une planète tombée. Et Neptune, un monde balayé par les vents les plus rapides du système solaire. Ces planètes semblent marquer une frontière naturelle. Mais en réalité, elles ne sont que les dernières grandes étapes avant les régions extérieures. Car au-delà d'elles commence un territoire encore plus étrange. La ceinture de Kuiper. Cette région s'étend sur des milliards de kilomètres et contient des millions d'objets glacés. Beaucoup sont plus petits que des planètes. Certains sont suffisamment grands pour être classés comme planètes naines. Pluton n'est que l'un de ces mondes. Lorsque la sonde New Horizons a survolé Pluton pour la première fois, elle a révélé un paysage incroyablement complexe. Des montagnes de glace, des plaines gelées, et des indices suggérant que même ce petit monde lointain pourrait posséder un océan sous sa surface. Mais même Pluton n'est pas la fin du voyage. Car si l'on continue encore plus loin, le Soleil devient progressivement une étoile parmi d'autres. Sa lumière devient plus faible. Sa chaleur disparaît. Et finalement, on atteint une région où les distances deviennent presque impossibles à représenter. C'est là que commence le nuage d'Oort. Un halo gigantesque d'objets glacés entourant notre étoile. Cette structure est si vaste que ses limites exactes restent encore incertaines. Mais les astronomes pensent qu'elle pourrait s'étendre sur des distances comparables à celles qui séparent les étoiles voisines. En d'autres termes, notre système solaire ne se termine pas vraiment par une frontière claire. Il se dissout lentement dans l'espace interstellaire. Et c'est ici que l'on réalise quelque chose de profondément troublant. Même après avoir traversé toutes ces distances incroyables, nous sommes encore incroyablement proches de chez nous. Car la prochaine étoile la plus proche du Soleil se trouve à plus de 4 années-lumière. Cela signifie que la lumière elle-même met plus de 4 ans pour effectuer ce voyage. Pour une sonde spatiale moderne, ce trajet prendrait des dizaines de milliers d'années. Et cette simple distance entre deux étoiles marque seulement le début de l'échelle galactique. Car si l'on continue à reculer encore davantage, le Soleil disparaît dans une mer d'étoiles. Et une nouvelle structure immense apparaît. Notre galaxie, la Voie lactée. Une cité cosmique contenant des centaines de milliards d'étoiles. Un océan de mondes où notre système solaire n'est qu'une étincelle presque invisible. Lorsque nous parlons de la Voie lactée, beaucoup imaginent simplement une bande lumineuse traversant le ciel nocturne. Pendant des millénaires, les civilisations humaines ont observé cette lueur diffuse sans vraiment comprendre ce qu'elle représentait. Certains peuples pensaient qu'il s'agissait d'un fleuve céleste. D'autres imaginaient une trace laissée par les dieux. Mais la réalité révélée par l'astronomie moderne est bien plus vertigineuse. La Voie lactée n'est pas un simple nuage de lumière. C'est une galaxie immense. Une structure gravitationnelle gigantesque contenant des centaines de milliards d'étoiles. Chaque point lumineux dans cette bande blanche du ciel est en réalité une étoile semblable à notre Soleil. Certaines sont plus petites.
Certaines sont beaucoup plus grandes. Et autour de beaucoup d'entre elles orbitent probablement des planètes, des lunes et peut-être même des formes de vie encore inconnues. Notre Soleil fait partie de cette immense cité cosmique. Mais il n'occupe pas une position centrale. Il se trouve dans une région relativement calme de la galaxie, à une distance énorme du cœur galactique. Cette région est située dans un bras spiral de la Voie lactée. Un bras rempli d'étoiles, de nuages de gaz et de poussière cosmique. Si nous pouvions observer la galaxie depuis l'extérieur, nous verrions une immense spirale lumineuse tournant lentement dans l'espace. Une structure gigantesque dont le diamètre dépasse largement l'imagination humaine. La lumière met des dizaines de milliers d'années pour traverser la Voie lactée d'un bord à l'autre. Cela signifie que si un signal lumineux partait d'un côté de la galaxie aujourd'hui, il n'atteindrait l'autre côté que dans un futur extrêmement lointain. À cette échelle, même la vitesse de la lumière semble presque lente. Et au milieu de cette structure colossale se trouve un objet encore plus étrange. Le centre de la Voie lactée abrite un trou noir supermassif. Un objet si dense que même la lumière ne peut pas s'en échapper une fois passée au-delà de sa limite gravitationnelle. Ce trou noir porte un nom fascinant. Sagittarius à étoile. Sa masse équivaut à des millions de soleils compressés dans une région relativement petite à l'échelle galactique. Autour de lui, les étoiles tournent à des vitesses incroyables, prises dans son champ gravitationnel. Mais malgré la puissance de ce centre galactique, notre Soleil se trouve très loin de cette région chaotique. Il orbite tranquillement autour du centre de la galaxie. Et ce voyage est incroyablement lent. Il faut environ 200 millions d'années à notre étoile pour effectuer une seule révolution complète autour du centre galactique. Cela signifie que depuis l'apparition des dinosaures sur Terre, le Soleil n'a parcouru qu'une petite fraction de son orbite autour de la Voie lactée. Notre civilisation entière existe pendant une durée presque insignifiante à cette échelle. Et pourtant, même cette galaxie gigantesque n'est pas isolée. Car si nous pouvions voyager encore plus loin, bien au-delà des bras spiraux et des nuages stellaires, nous découvririons une autre galaxie immense. Une galaxie encore plus grande que la nôtre. La galaxie d'Andromède. Un titan cosmique contenant environ 1 trillion d'étoiles. Et ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est que cette galaxie ne s'éloigne pas de nous. Elle se rapproche. Lentement. Inexorablement. Les observations modernes montrent que la Voie lactée et Andromède se dirigent l'une vers l'autre à travers l'espace intergalactique. Et un jour, dans un futur extrêmement lointain, ces deux galaxies géantes pourraient se rencontrer. Un événement cosmique colossal. Une collision de structures contenant des centaines de milliards d'étoiles. Mais avant d'imaginer cette rencontre titanesque, nous devons d'abord comprendre la distance réelle qui sépare ces deux galaxies. Car entre la Voie lactée et Andromède, s'étend un vide presque inconcevable. Un désert intergalactique où les distances deviennent encore plus terrifiantes. Lorsque l'on observe le ciel nocturne dans un endroit parfaitement sombre, loin des lumières des villes, il est possible d'apercevoir un objet étrange. Une petite tache floue, presque fantomatique. Elle ressemble à une étoile très faible, mais ce n'en est pas une. Ce point de lumière est en réalité quelque chose de beaucoup plus grand. C'est la galaxie d'Andromède. Et ce que nos yeux voient dans le ciel est l'un des objets les plus gigantesques que l'on puisse observer directement sans télescope. Andromède est une galaxie spirale, tout comme la Voie lactée. Mais elle est encore plus vaste. Les estimations modernes suggèrent qu'elle contient près d'1 trillion d'étoiles. Cela signifie qu'elle pourrait posséder plusieurs fois plus d'étoiles que notre propre galaxie. Si nous pouvions observer Andromède de près, nous verrions une structure immense composée de bras spiraux lumineux, de nuages de gaz et de régions où de nouvelles étoiles naissent constamment. Des milliards de systèmes planétaires pourraient exister à l'intérieur de cette galaxie. Des milliards de mondes orbitant autour d'étoiles lointaines. Mais ce qui rend Andromède encore plus fascinante, c'est sa distance. Cette galaxie se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Cela signifie que la lumière que nous voyons aujourd'hui a quitté Andromède il y a plus de 2 millions d'années. À cette époque, les premiers ancêtres humains commençaient à apparaître sur notre planète. Chaque fois que nous observons Andromède dans le ciel, nous regardons en réalité profondément dans le passé. Nous voyons une image ancienne de la galaxie. Une image vieille de millions d'années. Mais cette distance immense cache une réalité encore plus surprenante. Contrairement à la plupart des galaxies de l'univers, Andromède ne s'éloigne pas de nous.
Elle se rapproche. Depuis des décennies, les astronomes mesurent le mouvement de cette galaxie avec une précision croissante. Et toutes les observations indiquent la même chose. Andromède se dirige lentement vers la Voie lactée. La vitesse de ce rapprochement est énorme à l'échelle humaine. Des centaines de kilomètres par seconde. Mais à l'échelle cosmique, ce mouvement reste extrêmement lent. Il faudra encore des milliards d'années avant que ces deux galaxies commencent réellement à interagir. Et pourtant, ce futur événement est presque inévitable. Les simulations réalisées par les astronomes montrent que la Voie lactée et Andromède pourraient finir par fusionner. Lorsque cela se produira, les deux galaxies commenceront à se déformer sous l'effet de leur force gravitationnelle. Les bras spiraux seront étirés. Les nuages de gaz entreront en collision. De nouvelles vagues de formation d'étoiles apparaîtront dans toute la structure. Mais malgré cette image spectaculaire, il est important de comprendre quelque chose. Les galaxies sont tellement vastes que les collisions directes entre étoiles sont extrêmement rares. Même lors d'une fusion galactique, la plupart des étoiles passent simplement les unes à côté des autres. Elles changent de trajectoire, mais elles ne se percutent presque jamais. Ce qui se produit réellement, c'est une danse gravitationnelle gigantesque. Deux structures colossales se mélangent lentement pour former une nouvelle galaxie encore plus grande. Certains astronomes pensent que cette future galaxie pourrait être une immense galaxie elliptique. Un mélange des étoiles de la Voie lactée et d'Andromède. Un nouveau monde cosmique né de cette rencontre. Mais cette collision n'est pas ce qui rend la relation entre ces galaxies vraiment vertigineuse. Ce qui est vraiment troublant, c'est l'espace qui les sépare aujourd'hui. Car entre la Voie lactée et Andromède, il n'y a presque rien. Un vide immense. Un océan noir appelé l'espace intergalactique. Et c'est dans cet espace que l'échelle de l'univers devient réellement difficile à imaginer. Car une fois que l'on quitte les galaxies, les distances deviennent presque infinies. Lorsque nous regardons des images de galaxies prises par les télescopes spatiaux, l'univers semble rempli de lumière. Des spirales lumineuses, des amas d'étoiles, des nuages colorés de gaz et de poussière. Tout donne l'impression d'un cosmos dense et dynamique. Mais cette impression est trompeuse. Car entre ces îles de lumière s'étend quelque chose d'encore plus immense. Un espace presque totalement vide. L'espace intergalactique. C'est le véritable océan de l'univers. Un territoire si vaste que les galaxies elles-mêmes y apparaissent comme de simples points lumineux perdus dans l'obscurité. Entre la Voie lactée et Andromède, par exemple, la distance dépasse 2 millions d'années-lumière. 2 millions d'années de voyage pour la lumière. Et pourtant, ces deux galaxies font encore partie du même petit groupe galactique. Un ensemble gravitationnel appelé le groupe local. Ce groupe contient plusieurs dizaines de galaxies. Certaines sont grandes, comme la Voie lactée et Andromède. D'autres sont beaucoup plus petites, appelées galaxies naines. Mais même à l'intérieur de ce groupe relativement compact, les distances restent vertigineuses. La plupart de l'espace entre ces galaxies est presque totalement vide. Il n'y a pas d'étoiles visibles, pas de planètes, pas de nuages lumineux comme ceux que l'on observe à l'intérieur des galaxies. Seulement un gaz extrêmement diffus, quelques particules isolées et la lumière qui traverse lentement ces immensités. Si l'on pouvait voyager à travers cet espace, l'expérience serait profondément étrange. Pendant des millions d'années, il n'y aurait presque rien à voir. Les galaxies apparaîtraient comme des îles lointaines de lumière. Elles grandiraient lentement dans le champ de vision au fil des millénaires. Mais la majorité du voyage se déroulerait dans un silence cosmique presque absolu. Cette réalité change complètement notre perception de l'univers. Nous avons tendance à imaginer le cosmos comme un endroit rempli d'objets extraordinaires. Mais en réalité, la matière visible est extrêmement rare. Les galaxies sont comme des archipels dans un océan immense. Entre elles s'étend un vide presque pur. Et ce vide devient encore plus impressionnant lorsque l'on élargit l'échelle. Car notre groupe local n'est lui-même qu'une petite région dans une structure beaucoup plus grande. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard dans l'univers. Elles forment des filaments gigantesques. Des réseaux cosmiques reliant des amas de galaxies à travers des distances incroyables. Entre ces filaments se trouvent des régions encore plus étranges. Des zones presque totalement dépourvues de galaxies. On les appelle les vides cosmiques. Certains de ces vides sont si vastes que même les galaxies les plus proches se trouvent à des centaines de millions d'années-lumière.
Des régions gigantesques où l'obscurité domine presque complètement. Et c'est à ce moment que l'on commence à comprendre quelque chose de profondément troublant. L'univers n'est pas seulement grand. Il est presque inconcevablement vide. La matière qui compose les étoiles, les planètes et les galaxies représente une fraction minuscule de l'espace total. Tout le reste est un désert cosmique. Un vide silencieux qui s'étend dans toutes les directions. Mais ce vide cache encore une autre réalité étrange. Car même les galaxies, les amas et les filaments cosmiques ne sont pas les plus grandes structures de l'univers. Il existe des échelles encore plus vastes. Des structures si immenses qu'elles redéfinissent complètement notre idée de la taille du cosmos. Et lorsque nous atteignons cette échelle, la Voie lactée et Andromède deviennent elles-mêmes presque invisibles. Lorsque les astronomes ont commencé à cartographier la position de millions de galaxies dans l'univers, ils s'attendaient à trouver une distribution plus ou moins uniforme. Une sorte de dispersion aléatoire de galaxies dans toutes les directions. Mais les observations ont révélé quelque chose de beaucoup plus étrange. À grande échelle, les galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles forment une structure gigantesque appelée le réseau cosmique. Un immense maillage de filaments lumineux qui s'étend à travers l'univers observable. Dans ces filaments se trouvent des milliards de galaxies. Certaines sont regroupées en amas colossaux contenant des centaines ou même des milliers de galaxies. Ces amas sont reliés entre eux par des ponts gravitationnels invisibles composés de matière et de gaz. Si nous pouvions observer l'univers à cette échelle gigantesque, il ressemblerait presque à une toile. Une immense toile cosmique. Les filaments formeraient les lignes de cette toile. Les amas de galaxies seraient comme des nœuds lumineux. Et entre ces structures, s'étendraient les vides cosmiques. Des régions presque totalement dépourvues de galaxies. Certaines de ces cavités sont si vastes qu'elles mesurent des centaines de millions d'années-lumière de diamètre. À cette échelle, même les galaxies géantes deviennent presque insignifiantes. La Voie lactée, avec ses centaines de milliards d'étoiles, n'est qu'un point microscopique dans ce réseau colossal. Et notre Soleil disparaît complètement dans cette immensité. Ce qui rend cette structure encore plus fascinante, c'est la manière dont elle s'est formée. Juste après le Big Bang, l'univers était rempli d'un plasma chaud et dense. Mais ce plasma n'était pas parfaitement uniforme. De minuscules variations de densité existaient déjà. Avec le temps, la gravité a amplifié ces variations. Les régions légèrement plus denses ont attiré davantage de matière. Et lentement, sur des milliards d'années, les premières galaxies se sont formées. Ces galaxies ont ensuite commencé à s'organiser en groupes, en amas et en superamas. Les filaments du réseau cosmique sont le résultat de cette évolution gravitationnelle. Ils représentent les routes invisibles par lesquelles la matière circule à travers l'univers. Le gaz intergalactique s'écoule lentement le long de ces filaments. Il alimente la formation de nouvelles galaxies. Il nourrit les trous noirs supermassifs au cœur des galaxies. Et il participe à l'évolution constante du cosmos. Mais même cette structure gigantesque ne représente qu'une petite partie de l'histoire. Car au-delà du réseau cosmique, se trouve la limite de ce que nous pouvons observer. L'univers observable. Une sphère gigantesque centrée sur notre position dans le cosmos. Sa taille dépasse largement l'imagination humaine. Des milliards de galaxies se trouvent à l'intérieur de cette région. Chacune contenant des milliards d'étoiles. Chacune pouvant abriter des mondes, des océans, des atmosphères et peut-être même des civilisations. Et pourtant, malgré cette richesse incroyable, la plus grande partie de l'univers reste invisible. Car une grande fraction de la matière et de l'énergie qui composent le cosmos n'émet aucune lumière. La matière noire. Et une force mystérieuse appelée énergie noire. Ces deux composantes dominent la structure et l'évolution de l'univers. Mais elles restent encore largement incomprises. Et lorsque l'on réalise cela, une nouvelle question apparaît. Si l'univers observable est déjà si immense, que pourrait-il exister au-delà de ce que nous pouvons voir? Car les observations suggèrent quelque chose d'encore plus troublant. L'univers pourrait être bien plus grand que la portion que nous sommes capables d'observer. Peut-être infiniment plus grand. Et à cette échelle, la Terre, le Soleil et même la Voie lactée deviennent presque impossibles à distinguer. Après avoir parcouru cette échelle cosmique, une réalité commence à émerger lentement. Une réalité que l'esprit humain n'est pas naturellement préparé à accepter. Nous ne sommes pas simplement petits dans l'univers. Nous sommes presque imperceptibles.
La Terre, avec toute son histoire, ses océans, ses civilisations et ses milliards d'êtres vivants, n'est qu'un point minuscule orbitant autour d'une étoile ordinaire. Notre Soleil lui-même n'est qu'une étoile parmi des centaines de milliards dans la Voie lactée. Et cette galaxie gigantesque n'est qu'une parmi des milliards d'autres dans l'univers observable. Lorsque les astronomes ont commencé à comprendre cette hiérarchie cosmique, elle a profondément transformé notre vision de la réalité. Pendant longtemps, l'humanité s'est imaginée au centre de l'existence. Puis nous avons découvert que la Terre n'était qu'une planète parmi d'autres. Ensuite, nous avons compris que notre Soleil n'était qu'une étoile ordinaire. Et finalement, nous avons réalisé que notre galaxie elle-même n'occupe aucune position privilégiée dans le cosmos. Chaque étape de cette découverte nous a déplacés un peu plus loin du centre. Mais cette révélation n'est pas seulement philosophique. Elle a des implications très concrètes. Par exemple, lorsque l'on considère les distances réelles entre les étoiles et les galaxies, une question devient presque inévitable. Le voyage interstellaire est-il réellement possible pour une civilisation biologique comme la nôtre ? Même les étoiles les plus proches sont séparées par des distances immenses. À la vitesse des sondes spatiales actuelles, un voyage vers l'étoile la plus proche prendrait des dizaines de milliers d'années. Et les distances entre les galaxies sont encore bien plus gigantesques. Entre la Voie lactée et Andromède s'étend un espace si vaste que même la lumière met des millions d'années à le traverser. Pour une civilisation comme la nôtre, ces distances représentent des obstacles presque insurmontables. Cela signifie que la plupart des civilisations biologiques pourraient rester confinées à leur propre système stellaire. Ou peut-être à leur propre galaxie. Le cosmos pourrait être rempli de mondes habités qui ne se rencontreront jamais. Non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que les distances qui les séparent sont trop grandes. C'est l'un des paradoxes les plus fascinants de l'univers. Un cosmos peut être rempli de vie, mais silencieux à cause de son immensité. Et pourtant, malgré cette réalité vertigineuse, il existe une autre manière de voir notre place dans l'univers. Car même si nous sommes incroyablement petits, nous possédons quelque chose d'extraordinaire. La capacité de comprendre. Sur une petite planète orbitant autour d'une étoile ordinaire, une espèce est apparue capable de regarder le ciel et de mesurer les distances entre les galaxies. Une espèce capable de construire des télescopes qui observent la naissance des premières étoiles. Une espèce capable d'envoyer des sondes au-delà des planètes et de cartographier l'univers observable. À l'échelle cosmique, cela pourrait être l'une des choses les plus rares qui existent. Une conscience capable de contempler l'univers. Et peut-être que la véritable signification de notre place dans le cosmos ne réside pas dans notre taille, mais dans notre capacité à regarder l'immensité et à essayer de la comprendre. Car chaque découverte que nous faisons nous rapproche un peu plus de cette réalité incroyable. L'univers n'est pas seulement immense. Il est aussi profondément mystérieux. Et quelque part, sur cette petite planète bleue perdue dans une galaxie ordinaire, nous sommes en train de commencer à le découvrir. Après tout ce voyage à travers l'échelle de l'univers, il devient difficile de regarder le ciel nocturne de la même manière. Chaque étoile que vous voyez dans l'obscurité n'est pas simplement un point lumineux. C'est un soleil. Un système potentiel de planètes. Un endroit où l'histoire cosmique continue de se dérouler silencieusement depuis des milliards d'années. Et pourtant, même ces étoiles ne représentent qu'une infime partie de ce qui existe réellement. Car derrière chacune d'elles se trouvent des galaxies entières. Et derrière ces galaxies, un univers presque inconcevablement vaste. Lorsque nous commençons à comprendre ces distances, une réaction naturelle apparaît souvent. Un sentiment de vertige. L'impression que l'humanité est insignifiante face à l'immensité du cosmos. Mais il existe une autre façon de regarder cette réalité. Car même si notre planète est petite, même si notre étoile est ordinaire, même si notre galaxie n'est qu'une parmi des milliards, nous sommes peut-être l'une des rares espèces capables de comprendre cela. L'univers a produit quelque chose d'extraordinaire. Une conscience capable d'observer l'univers lui-même. Une intelligence capable de mesurer les distances entre les galaxies. Une civilisation capable d'envoyer des machines au-delà des planètes et de regarder la naissance des étoiles. C'est une idée profondément fascinante. Dans un cosmos presque infiniment grand, une petite planète bleue possède des êtres capables de contempler toute cette immensité. Et peut-être que la véritable importance de l'humanité ne se mesure pas en taille, mais en curiosité. Car chaque génération regarde un peu plus loin dans l'univers.
Chaque nouveau télescope révèle des galaxies plus anciennes. Chaque mission spatiale nous rapproche un peu plus des étoiles. Et quelque part dans ce processus, une question continue de nous accompagner. Sommes-nous seuls dans cet univers gigantesque? Ou bien existe-t-il d'autres civilisations, ailleurs dans ces milliards de galaxies, qui regardent elles aussi le ciel en se posant la même question? Pour l'instant, nous n'avons pas encore la réponse. Mais une chose est certaine. Nous vivons à une époque unique dans l'histoire de l'humanité. Une époque où nous commençons enfin à comprendre la véritable taille du cosmos. Et ce n'est probablement que le début. Si vous aimez explorer les mystères de l'univers, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage à travers le cosmos. Et dites-moi dans les commentaires une chose simple mais fascinante. Après avoir découvert l'échelle réelle de l'univers, est-ce que cela vous fait sentir plus petit? Ou au contraire, plus émerveillé par l'existence? Parce que parfois, comprendre à quel point l'univers est immense, c'est aussi comprendre à quel point il est extraordinaire que nous soyons ici pour l'observer.